Je vais vous parler aujourd'hui des signes d'alerte et d'aggravation que l'on rencontre, nous, à travers les paroles que vous tenez, et notamment ce qui conduit finalement à modifier nos attitudes thérapeutiques. On va passer à la slide qui suit. C'est peut-être moi qui ai la main, je ne sais pas. La diapositive, si c'est possible. Voilà, donc je pense qu'à travers les spondyloarthrites, on a vraiment un panel de patients qui sont extrêmement différents, et j'ai l'habitude de dire à mes patients qu'il n'y a pas un qui ressemble à l'autre. Et de ce fait-là, je vous montre par cette diapositive la variété des gens qui souffrent de spondyloarthrite, avec l'approche classique de la maladie qui était la spondyloarthrite ankylosante, la forme la plus vite décrite dans la littérature, est venu s'associer et s'agréger les travaux avec Bernard Amor, le rhumatisme psoriasique, les maladies inflammatoires digestives, les arthrites réactionnelles, et puis des maladies un peu plus rares telles que la maladie de Behçet, la maladie de Verneuil, qui viennent également s'agréger d'une certaine manière avec le diagnostic. Voilà. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc, sur le plan physiopathologique, il faut bien, des questions qui me sont souvent posées, c'est est-ce que c'est une maladie auto-immune? Est-ce que c'est une maladie inflammatoire? On parle de maladie inflammatoire, mais j'ai jamais d'inflammation biologique. Donc, vous voyez que c'est une maladie auto-inflammatoire. Je vais vous expliquer très simplement pourquoi. Ce n'est pas une maladie auto-immune, puisqu'il n'y a pas d'auto-anticorps dans la spondyloarthrite, à la différence d'autres maladies qu'on a en rhumatologie, notamment la grande autre maladie qui est la polyarthrite rhumatoïde. L'inflammation biologique, vous le voyez, malgré que ce soit le terme d'une maladie auto-inflammatoire, maladie rhumatismale inflammatoire, on n'a qu'un patient à peu près sur 3 qui a un syndrome inflammatoire, soit par essentiellement d'ailleurs par une C-réactive protéine qui est augmentée. Diapositive. Donc, le maître mot de la spondyloarthrite passe par deux éléments clés. La présence du HLA-B27 qui constitue vraiment, si vous voulez, un des éléments majeurs pour nous cliniciens établir un diagnostic. Voilà, c'est pour dire qu'on est dans une situation où on a une prévalence de 6 à 9%, vous voyez en Europe, du groupage HLA-B27. Vous voyez que dans les pays tels qu'en Alaska, on arrive quasiment à un patient sur 2 atteint de spondyloarthrite. Pour simplement signaler que le gène n'est pas associé systématiquement, on le voit, du HLA-B27 n'est pas associé à la maladie en tant que telle. Alors pourquoi on va le rechercher, ce gène, puisque ce n'est pas le gène de la maladie? Diapositive. Donc en fait, le HLA-B27, si vous voulez, va entraîner ce qu'on appelle un processus d'activation au sein des cellules. Et ce processus d'activation des cellules de l'immunité va conduire à ce qu'on appelle l'inflammation, qui peut être modérée, infrabiologique, mais qui peut être dans certains cas bien plus importante. Et c'est pour ça que le B27 est un élément, on va dire, un amplificateur. Si le terme que vous comprenez est un peu mieux, on met un CD qui est la spondyloarthrite, et puis quand on a le B27, malheureusement, ça amplifie un petit peu plus l'inflammation, et donc c'est ce B27 qui joue un rôle délétère dans la maladie. Diapositive. On a également, vous le savez bien, des manifestations qui jouent également. On ne va pas rentrer dans les détails, mais l'inflammation digestive maintenant est beaucoup mieux connue et joue également un rôle prépondérant dans l'inflammation articulaire, avec une sécrétion d'un certain nombre d'interleukines. Vous connaissez le TNF, il n'est pas trop présent, vous voyez, au sein de la muqueuse intestinale, mais on a plus des gènes IL-17, IL-23, IL-22 qui sont initiés et qui auront un rôle prépondérant sur l'inflammation tendineuse. Diapositive. Si vous pouvez passer à diapositive, super. La diapositive est en panne. Ça va le faire, on va diapositive encore.
Donc, on oppose, vous voyez, déjà un nombre important de formes de spondyloarthrite, les formes axiales, qui elles-mêmes sont divisées en formes non radiographiques. Alors ça, c'est un message relativement important pour vous patients parce que je pense que le retentissement quand vous allez sur les sites montre des patients avec une ankylose, des déformations irréversibles. Et c'est vrai qu'on peut considérer qu'actuellement, il y a environ un malade sur 10 qui a cette forme très sévère de spondyloarthrite avec un retentissement, on va dire, ankylosant. À la différence de ces formes axiales, on a des formes périphériques qui se manifestent, qui sont rares dans la spondyloarthrite, plus fréquentes dans le rhumatisme psoriasique et peut-être les Miki. Voilà, donc on oppose globalement la forme axiale, des formes périphériques, mais également, vous le voyez, on a des formes indifférenciées, mixtes, avec tantôt de l'axial et tantôt du périphérique. Diapositive. Donc, toute inflammation du tendon, puisque la spondyloarthrite est une inflammation de la zone d'insertion du tendon. Et vous me direz, bah alors pourquoi j'ai pas mal à mes genoux, pourquoi j'ai pas systématiquement mal à mes talons, à mes quadriceps, et pourquoi j'ai mal dans le dos et dans le bassin, parce que le dos et le bassin sont les régions finalement les plus riches en structures ligamentaires, tendineuses, insertions musculaires, et c'est pour cette raison que ces localisations sont principalement les sites d'inflammation, avec dans certains cas, et on ne sait pas pourquoi, des gens vont développer une inflammation et ne développeront jamais d'ankylose, et d'autres vont développer une inflammation et malheureusement s'orienter vers des formes ankylosantes. C'est ce que montre un petit peu ce schéma, sachant qu'on a une procédure, d'abord les sacroiliacs et ultérieurement on va ankyloser étape par étape le rachis. Diapositive. Donc l'aspect radiographique, je vous le montre, pour nous cliniciens, on le fait le diagnostic quand c'est déjà un petit peu avancé sur la radiographie du bassin, qui montre une inflammation, pas d'inflammation, mais au contraire des dégâts structuraux sur les sacroiliacs. Diapositive. Et puis, depuis 2000, on a 2008-2010, on a, grâce à l'IRM, la possibilité de faire un diagnostic des formes, dirons-nous, non radiographiques, et qui caractérise donc cette inflammation des articulations synoviales avec des critères qui ont été, définis assez rapidement et qui ont également évolué au gré des ans, des connaissances, des études qui ont été faites chez des groupes témoins et qui permettent ainsi, si vous voulez, de rectifier et d'être sûr d'un diagnostic, alors que par le passé, l'IRM était un peu plus douteuse, un peu plus interprétative pour le spécialiste que nous sommes. Voilà, donc on a des critères un peu plus robustes maintenant qui ont été établis pour le critère de spondyloarthrite en IRM. Diapositive. Diapositive, voilà. Donc, les formes périphériques sont pures sont rares. C'est souvent des formes oligo-articulaires, beaucoup plus dans le rhumatisme pso, où là, ça peut s'apparenter soit à ces formes oligo-articulaires ou soit à une véritable polyarthrite. Une chose est importante, c'est que ces formes oligo-articulaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelques articulations, mais des grosses articulations qui s'inflamment. Donc, j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal au bassin, mais j'ai un genou à 20 ans qui s'inflamme. J'ai une cheville, un coude, poignet. Et ça dure 5-6 semaines, ça rétrocède aux anti-inflammatoires, mais par la récurrence et par l'handicap que ça occasionne, on peut mettre des anti-TNF, et sachez que ces traitements sont relativement mal étudiés dans cette forme uniquement clinique. Hein. J'entends bien, ils ont été très bien étudiés dans la forme de spondyloarthrite, mais assez mal dans ces formes périphériques, oligo-articulaires, plus dans les formes polyarthritiques dans le rhumatisme pso. Diapositive. Alors, quels sont les éléments de suivi d'alerte, puisque c'est l'objet de la présentation de cet après-midi? C'est tout d'abord d'évaluer l'efficacité et la tolérance des traitements, et bien sûr, nous, d'évaluer l'efficacité clinique du traitement. Donc, diapositive. Donc, l'efficacité et la tolérance se fait, on va dire, de façon schématique, sur deux classes thérapeutiques principales, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, on évaluera quoi sur l'évaluation non stéroïdien? C'est essentiellement le plan digestif, certes, mais très rapidement,
malade, vous nous signalez des désordres gastriques, intestinaux qui conduisent à l'arrêt du traitement. Par contre, c'est vraiment notre rôle à pouvoir identifier les risques cardiovasculaires et rénaux et c'est pour ça qu'il y a une surveillance rénale qui doit être faite systématiquement chez un patient qui prend au long cours un anti-inflammatoire et c'est quelque chose que vous devez insister, d'avoir un bilan, il me semble, au moins par trimestre. Idéalement, je dirais, au moins une fois par an, c'est vraiment le minimum du minimum, puisque la détérioration rénale peut être assez rapide, malheureusement, sous anti-inflammatoire. Donc, c'est nous, en tant que cliniciens, l'importance de voir s'il n'est pas survenu au cours de nos visites des événements intercurrents qui contre-indiquent cette prescription d'anti-inflammatoire. Et les prescriptions d'anti-inflammatoires sont contre-indiquées quand vous avez des antécédents d'infarctus, ça devient beaucoup plus délicat, d'AVC, parce qu'on sait que ça augmente la tension artérielle, l'hypertension artérielle traitée est également une contre-indication. Pour les traitements biologiques, on a des facteurs d'infection, bien sûr, qui sont connus, qui sont de l'ordre de 3 à 5% pour les infections, on va dire, sévères, majeures, nécessitant parfois une hospitalisation. Donc pour 100 patients traités, vous voyez, c'est quand même pas des taux très importants, mais grâce aux campagnes de vaccination du pneumocoque, grâce à au vaccin Covid, tout ceci conduit à une réduction du risque d'infection et notamment d'infection pulmonaire, sachant que pour les femmes, on a peut-être un peu plus d'infections également urinaires qu'il faut contrôler. Et il faut savoir également qu'un des zones d'alerte est loin d'être, vous voyez, je ne trouve plus le nom, mais en tout cas, le fait d'avoir des effets secondaires fréquents est peut-être un signe annonciateur d'une perte d'efficacité du traitement. C'est-à-dire que quelqu'un qui va très bien, qui brutalement a des éruptions cutanées, présente des petits épisodes de diarrhée, une infection urinaire, simultanément, il décrit également des phénomènes de perte d'efficacité du traitement. Et donc ça peut être également des éléments qui orientent vers un effet de perte d'efficacité du traitement. Diapositive. Donc quels sont les éléments de suivi et d'alerte? Les éléments de suivi et d'alerte, vous le savez, vous le dites vous-même, c'est l'aggravation des symptômes douloureux. C'est globalement, pour les patients qui sont sous anti-inflammatoires, une prise quasiment continue matin et soir. Alors, je le redis, pensant que vous êtes intéressé par l'information ou que vous la connaissez peut-être, mais je le redis quand même, la prise d'anti-inflammatoire le matin a pour but essentiellement d'améliorer les symptômes de la journée, alors que la prise d'anti-inflammatoire le soir a pour objectif d'améliorer les symptômes de nuit et de début de matinée. Donc, pour les médicaments qui ont une prise par jour, l'orientation doit être faite soit tantôt le matin ou le soir en fonction des symptômes qui prédominent, soit dans la journée ou soit la nuit. Alors, toujours évaluer les risques de comorbidité, notamment, je pense que arrivé à un certain âge, ça devient pas criminel, on va dire, mais ça devient un peu dangereux de jouer avec les anti-inflammatoires en continu, d'autant plus que viennent s'associer des facteurs de risque cardiovasculaires, diabète et obésité. Alors, les signes d'aggravation, c'est que les anti-inflammatoires qui étaient très efficaces ne le deviennent plus. On fait, comme pour les autres traitements, des rotations d'anti-inflammatoires et on s'épuise puisqu'il n'y a plus rien qui fonctionne. J'aime bien cette question. Quel est le pourcentage que vous avez quand vous prenez un anti-inflammatoire par rapport à la non-prise de l'anti-inflammatoire, de vos symptômes, de vos douleurs, de votre handicap? Est-ce que vous vous sentez mieux et de combien vous vous sentez mieux? Ce n'est pas toujours facile à évaluer, mais globalement, on arrive théoriquement avec les anti-inflammatoires à des niveaux d'amélioration qui peuvent être de 80% facilement. Et là, on s'aperçoit que ça ne fait plus beaucoup d'effet, voire plus du tout d'effet, malgré les rotations. Ce qui est important pour nous, c'est bien sûr d'évaluer le caractère vie sociale, vie professionnelle, s'il y a un arrêt de travail, s'il y a des conditions professionnelles qui sont de plus en plus limites à être poursuivies, bien sûr tout ce qui concerne la vie familiale et privée, des événements de vie qui malheureusement peuvent considérablement affecter, je vais dire, la psychologie et de tout être humain, qu'on soit malade ou pas malade, mais qui, je dis toujours, sert un peu de moteur, d'essence à cette maladie qui fait que quand on n'est pas bien dans la tête, qu'on a des gros soucis, malheureusement, ça, chez toute personne, même normale, on est moins bien dans sa peau et ça accentue ce phénomène de dérapage et d'aggravation de la maladie.
Alors nous, on se base, en tout cas moi, dans mes questions que je pose très fréquemment, j'évalue systématiquement par le BASDAI, qu'on parlera. Donc c'est une évaluation qui est mixte, qui vous permet d'évaluer certains paramètres de la douleur. J'évalue également les caractéristiques de fonction. Est-ce que vous faites encore de la marche? Est-ce que vous êtes limité à une vie confinée à domicile? Est-ce qu'il y a encore une pratique de sport? Et puis, toute autre activité, s'il y a eu des nouveaux épisodes d'arthrite, d'anthésite qui étaient inexistants par le passé et que vous dites, bah, moi avant, ça m'était localisé uniquement au niveau de la colonne vertébrale et j'ai des épisodes de douleurs articulaires périphériques et j'ai même eu des épisodes de gonflement, des thalalgies, des douleurs épicondyliennes qui étaient inexistantes par le passé. Et puis on va rechercher, non pas forcément des comorbidités, hein, mais c'est plus des atteintes extra-articulaires qu'on va dire, des maladies auto-inflammatoires, donc l'apparition d'un psoriasis, d'une maladie de Crohn, d'une uvéite. Bah oui, une maladie de Crohn ou une rectocolique hémorragique va contre-indiquer formellement la prise d'anti-inflammatoires et réactualiser donc le changement de traitement. Voilà, donc on va passer à la diapositive suivante. Donc une des paramètres que j'aime bien, c'est d'évaluer le degré de votre douleur entre 0 et 10. Alors pourquoi? Parce qu'entre inférieur à 4, on considère que c'est acceptable. Supérieur à 4, on commence à être des niveaux de douleur qui sont à prendre avec attention, en tout cas à changer peut-être notre approche thérapeutique. Diapositive. Là, je vous ai mis un petit peu les thèmes du BASDAI. Quel est le degré de votre fatigue? Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, la fatigue, on en parlera après, mais c'est quand même quelque chose qui doit fluctuer au niveau du temps. Il y a des gens qui, vous vous retrouvez peut-être dans cette rubrique, de personnes qui sont toujours fatiguées. La fatigue évolue quand même au gré des poussées, avec des phénomènes qui s'accentuent avec les atteintes et la sévérité de votre poussée. Donc la gêne, le gonflement des douleurs articulaires périphériques. Donc ces questions sont assez faciles et permettent, si on a un score inférieur à 4 sur 10, donc vous voyez le 4 c'est le chiffre magique, si on est inférieur à 4 sur 10 au niveau du BASDAI, qui englobe également le dérouillage matinal qui est interprété sur une durée de 2 heures, permet d'évaluer le patient dans un état cliniquement stable, satisfaisant ou dans un état clinique qui est instable et malheureusement non satisfaisant. Diapositive. Très rapidement, là, c'est les questions de BASFI que je fais rarement en consultation. C'est surtout des paramètres de vie, de gestualité, de pratique de sport éventuellement, d'activité physique, de marche que l'on fait au quotidien pour aller au travail. Donc ça, c'est plus sur le plan, on va dire, un petit peu de l'évaluation très pointue hospitalière qu'on peut faire le BASFI. Diapositive suivante. Donc il y a 10 questions au BASFI et on a un score qui, quand on est très altéré, on est un score à 100 sur 100, mais c'est exceptionnel bien sûr. Diapositive. Donc sous biologique, on a exactement les mêmes phénomènes, c'est-à-dire qu'on va avoir une aggravation des symptômes douloureux et puis ce qui est souvent intéressant, c'est de voir si vous avez un effet fin de dose. Ça veut dire quoi pour vous un effet de fin de dose? Et c'est pas toujours facile quand je pose la question. C'est finalement juste avant de faire l'injection, est-ce que vous avez une exacerbation des douleurs? Donc là, vous dites ah bah oui, finalement oui. Ou alors je vois sur votre visage, bah non, j'ai pas remarqué. Donc là, c'est assez simple. Mais l'effet fin de dose conduit généralement à raccourcir le délai entre les injections ou à majorer les doses. C'est intéressant. Voilà sur ce plan-là. Pourcentage d'amélioration sous traitement biologique, c'est une question comme pour les anti-inflammatoires. On a des variations très faibles que je considère à 40% contre des incidences à, on va dire, 20, 80, 90% qui peuvent être observées. Donc le BASDAI, pareil, l'évaluation familiale, pareil, fonctionnelle, pratique de sport, arthrite. Donc on rentre, qu'on soit chez un patient classique sous anti-inflammatoire ou sous biologique, avec exactement la même évaluation, en tout cas clinique. Diapositive. Donc on regarde s'il y a des phénomènes d'inflammation, vous voyez, sur un tendon d'Achille, avec ce gonflement du tendon achilléen. Diapositive. Et puis, on fait des scores d'évaluation sur les anthèses axiales,
qui permettent et qui s'approchent assez fortement des sites d'évaluation des anthèses dans la fibromyalgie. Donc, ça permet de valider également un peu le caractère fibromyalgique qu'on n'abordera pas ici parce que c'est un vaste problème. Diapositive. Et donc les anthèses périphériques que vous connaissez plus sur les épicondyliens, les genoux, les tendons d'Achille, les épaules. Diapositive. Donc nous, c'est à prendre en compte en tout cas. Et vous voyez que les facteurs, en tout cas pour moi, d'aggravation et à prendre en considération, c'est le fait de voir apparaître par exemple du psoriasis chez quelqu'un qui n'en a pas, alors qui a une spondyloarthrite, de voir apparaître une Miki alors qu'aucun symptôme digestif n'était jusque-là observé, donc une atteinte extra-articulaire ou des uvéites, doit faire conduire à un changement si vous êtes sous anti-inflammatoire à la mise en route d'un traitement biologique. Je pense que les atteintes structurales avec progression radiographique et une atteinte de spondyloarthrite avec atteinte structurale n'est pas la même chose qu'une atteinte sans atteinte, qu'une spondyloarthrite sans atteinte radiographique. Donc, pourquoi? Parce qu'on a des processus d'ankylose qui, au-delà des douleurs qui sont globalement identiques, quel que soit le groupe de malades, quels que soient les malades, on ne juge pas et on ne compare pas les degrés de douleur qui sont quasiment identiques, mais il est clair que le retentissement rachidien, l'ankylose rachidienne va considérablement affecter les explorations fonctionnelles normales du poumon, va avoir un retentissement dans la marche, dans la vie courante et puis dans les conditions de vie de ces patients qui ont une vie très altérée également. Et ça, c'est un élément qui doit conduire à un diagnostic, on va dire, assez précoce de ces formes-là, en vue d'adopter au plus près la thérapeutique par un traitement, il me semble maintenant, biologique qu'il faut instaurer très rapidement pour ces formes cliniques. Diapositive. Donc voilà, c'est toutes ces manifestations, psoriasis, uvéite, maladie de Crohn, qui peuvent être associées au spectre des spondyloarthrites.